votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau El Hadji Daouda Faye. Il est le président du mouvement Agir pour ne pas subir. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Faye. Bonjour, Madame Fatou. Je suis très content de me retrouver ici pour échanger sur des sujets d'actualité. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. El Hadji Daouda Faye, très rapidement, en résumé, on peut dire que vous étiez ancien ministre des Sports du Sénégal, mais aussi ancien maire de la ville de Kaolack. D'ailleurs, présentement, vous êtes le maire honoraire de la ville de Kaolack et président du mouvement Agir pour ne pas subir. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui. Je crois que vous avez dit l'essentiel. J'ai fait l'Assemblée, j'ai fait le Sénat, etc. Je crois que les questions politiques m'intéressent aussi parce que, en tant que Sénégalais, je suis l'actualité et je suis très content de saisir toute perche qui me permet de donner mon point de vue sur l'actualité politique et aussi l'actualité sportive qui est vraiment d'actualité et qui intéresse toutes les tranches d'âge, du plus jeune au moins âgé, au plus vieux, pardon. Alors donc, je pense que cette invitation, je la saisis au rebond pour essayer de m'exprimer un peu. D'accord. Alors, en parlant d'expression, nous allons évoquer un sujet qui vous intéresse, à mon avis, à savoir élire les maires au suffrage direct. Voici la nouvelle option issue des concertations nationales. Êtes-vous pour l'élection des maires au suffrage direct? Oui. Je crois que ça, s'ils arrivent à le faire, si l'autorité supérieure, en l'occurrence l'exécutif, le président de la République, accepte, ce ne serait qu'une justice. Parce que pratiquement, le maire est le seul élu qui ne l'est pas au suffrage universel direct. Les députés sont élus au suffrage direct. Le président de la République est élu au suffrage direct. Je crois que ce serait un rétablissement du droit du citoyen à choisir son maire. C'est la voie la plus indiquée. Je crois qu'il faut que ça aboutisse. Et parce que ça, ce sont les partis politiques qui avaient créé ce contour, cette voie de contournement pour pouvoir avoir la même mise sur l'élection du maire après l'élection des conseillers. Mais là, on aura un maire élu directement par les populations, il n'y a plus rien à dire. Alors, en tant que maire honoraire de la ville de Kaolack, quel regard portez-vous sur la gestion de l'équipe municipale actuelle? Bon, maire honoraire, non honoré, je suis au courant de rien. Bon, je pense que il faut quand même être un peu tolérant avec les maires, en tout cas de Kaolack. Kaolack, c'était la deuxième ville du Sénégal, avec un potentiel économique important, une population importante. Les différents élus, depuis le président de la République jusqu'aux différents premiers ministres, dont plusieurs originaires de Kaolack, ont marginalisé les problèmes qui concernent Kaolack. Or, seul le pouvoir central peut aider des communes comme celle de Kaolack
à faire des réalisations importantes et sortir des maux que nous connaissons, l'insalubrité, l'assainissement, etc. L'emploi, créer des entreprises. Il n'y a que 2 entreprises pratiquement au Sénégal, au Kaolack. C'est les Salins, c'est la Sonacos à Lindiane. Basta. Quoique, il faut vraiment que l'État appuie le prochain maire de Kaolack, si ce n'est pas la même, qui, pour dire où est votre plan, quel est le financement que vous projetez de mettre sur votre plan de développement, et que l'État fasse une subvention comme on avait fait à Thiès. Nous, de mon temps, c'était prévu. On avait même fixé la date du conseil présidentiel qui a été annulée à la dernière minute. Et tous les budgets qui étaient prévus au niveau de Kaolack ont été transférés ailleurs. Je tairai la destination pour ne choquer personne, mais transféré à Thiès, à mon avis. Tout le monde sait. Oui. C'était bien avant Fatick. C'était Thiès, voilà. Oui. Alors donc, mais Thiès avait un maire premier ministre puissant qui s'est occupé de sa région. Nous, les gens puissants de notre ville, les premiers, etc., ne se sont pas occupés de notre localité. Pour ne pas les avoir sur le dos. Et Kaolack a intérêt à leur faire remarquer qu'ils ont oublié Kaolack quand ils avaient les moyens de le faire, et qu'il ne faut pas qu'ils oublient à nouveau Kaolack. Plutôt que de faire ça comme on reproche. Non. En politique, il faut essayer de dialoguer avec l'adversaire même pour faire en sorte que vous puissiez trouver un terrain d'ensemble pour faire des choses importantes et utiles pour les populations de l'équalité pour lesquelles vous vous investissez politiquement. Oui, Kaolack a eu beaucoup d'hommes au sommet de l'État, et pourtant c'est une ville qui est souvent gagnée par le pouvoir en place. Depuis le Parti socialiste, chaque régime qui vient gagne Kaolack lors des élections. Oui. Vous savez, le Parti socialiste a géré pendant longtemps ce pays. Au plan politique, le découpage politique était très complexe. Et le Parti socialiste, depuis Senghor, avait commencé par répartir par région et souvent par département les responsables politiques au niveau de chaque localité. Et que donc, si on tombe sur un responsable qui n'a pas des projets importants pour la localité, ça ne marche pas. Ça ne peut pas suivre. Parce que les projets politiques locaux, ce sont les projets qu'il faut bien défendre et faire en sorte qu'ils soient acceptés au niveau de nos députés et ensuite au niveau du chef de l'État, de l'exécutif en tout cas, qui est le passage obligé pour pouvoir faire passer les projets au niveau local. Aucune mairie en dehors de Dakar ne peut régler les problèmes d'une localité. Dakar Oui. n'a pas encore reçu les recettes pour l'exercice 2018. Et on est en 2019. C'est la mairesse de Dakar, Soham El Wardini, qui en a parlé devant la presse. Alors, qu'est-ce qui devrait justifier cette forfaiture, si on peut parler ainsi?
Vous savez, des Fatou, l'État est puissant, très puissant. Et quand il n'adhère pas à un projet politique local, ça ne marche pas. Et même si vous avez un opposant qui a pris le pouvoir local, vous avez le pouvoir central qui peut l'empêcher de fonctionner. Normalement, c'est ça qui arrive. Oui. Généralement. Mais est-ce que cela devrait être dans une république? C'est dommage que ça puisse être comme ça. Maintenant, il faut que les hommes politiques et à leur tête les élus locaux essaient de trouver une autonomie de gestion, de décision qui empêche l'autorité centrale d'intervenir dans ces projets de développement. Mais sinon, on se demande pourquoi la décentralisation. Oui. Parce que vous ne pouvez rien faire. Encore moins l'acte 3, il y a aussi l'acte 3. Même au plan santé, on dit l'hôpital de Kaolack est géré par le conseil départemental, les dispensaires par les mairies, mais ça c'est une catastrophe. On n'est pas prêt à... Les collectivités locales n'ont pas les moyens de gérer ça, la santé des populations, le problème de rien. Alors il faut revoir la décentralisation et le transfert des compétences, retirer, que l'État reprenne une partie des compétences que les localités ont montré leur incompétence à gérer. Et on verra plus tard à quel moment on dira maintenant ils peuvent gérer ça, on leur donne. Mais pour moi, il y a, ça c'est la véritable question qu'il faut soulever dans la réforme des collectivités locales. Ah, mais il y a l'acte 3 qui est déjà mis en œuvre. On entame même la phase 2 de l'acte 3, de la décentralisation. Mais les textes ne prévoient pas ça actuellement. La HCT, si tu vois le texte, ce sont des conseillers du président. C'est tout. Ah oui? Ils ne sont pas là pour les économique et social. Ce sont des conseillers du président. D'ailleurs, comme ils fonctionnent, c'est pas normal. On voit des écharpes et tout. Ils ne doivent même pas porter ça. Ce ne sont pas des élus. Ils ne doivent pas porter l'écharpe. Même HCT, ils arrivent, hop, on met les banderoles, etc. Comment dire pas les banderoles, les écharpes. Alors, il faut qu'on redéfinisse bien. C'est bien défini dans les textes, les rapports entre eux et l'exécutif. C'est très clair. Le Conseil économique et social, ils doivent avoir les commissions qui vont dans les différents services de l'exécutif, avoir des informations et ensuite analyser et donner un avis qui sera transmis au président. Voilà le rôle. Mais après Baïjak, quand il est arrivé, lui, il a pensé que c'était une nouvelle assemblée et qu'il fallait convoquer les ministres. Ils ne doivent pas convoquer les ministres. Ce sont eux qui doivent aller vers les services des ministères. Même sans voir le ministre, mais voir les différents services, recueillir toutes les informations. Et à la fin de leur mission, remercier le ministre. Et ensuite, quand ils ont fini, ils vont donner un projet de rapport où ils sont impliqués et ils donnent des avis. Et ensuite, hop, le Conseil économique donne le rapport final au président. D'ailleurs, ça, au moins, tout le monde le voit.
à la télé, on dit à donner. Oui, le rapport annuel. C'est la même chose. Il y a un doublon, hein, c'est-à-dire demain on peut fusionner HCT et Conseil économique. Mais dans le HCT, il y a des élus, il y a eu une élection des hauts conseils des collectivités territoriales. C'est ça qui n'est pas normal. Ah oui. Je pense que il faut fusionner ça. Le HCT et le Conseil économique, social et environnemental. Il y a 1 an, 2 ans, ça n'existait pas. Le Conseil économique et social, en principe, les gens qui sont au Conseil économique et social doivent être des travailleurs. Donc, c'est des gens qui travaillent à Walf, qui travaillent à l'hôpital, etc., et qui viennent en session participer à la session et retourner chez eux dans leur travail. Et ils sont payés pendant cette période des indemnités qu'ils reçoivent. C'est tout. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de... Donc là, vous avez balisé le chemin. C'est une égalité parfaite. Pour le président Macky Sall qui voudrait rationaliser les dépenses de l'État, vous lui avez balisé un chemin pour le faire. Avec la fusion du CCT et du CSE. C'est le paysan, c'est le travailleur d'une société, c'est profession libérale, etc., qui gagnent leur salaire d'abord Oui. chez eux et qui viennent en session et qui ont des indemnités de session. Point final. Même pour venir on ne leur donne pas de voiture, c'est avec Baïzak que c'est sorti ces choses-là. On leur donne les moyens de transport pour venir. Là, ils sont véhiculés. De l'essence, etc. C'est dans l'indemnité de session. Ils sont véhiculés. C'est ça, le Conseil économique et social. Ce qui me choque dans ce pays, c'est que les gens, notre pays est plein d'intellectuels. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, j'aurais posé le problème de l'écharpe. On dit aux gens, mais pourquoi on met cette écharpe? Expliquez-nous ça. Mais il ne peut pas vous l'expliquer. Quelques mois après la présidentielle, on assiste à un renchérissement du coût de la vie. On atteste la hausse des prix du carburant, de la farine, mais aussi du ciment. Est-ce que cela est logique puisqu'on vient de terminer une année sociale que constitue 2018? Oui. Les Fatou, je crois que il n'y a pas eu suffisamment d'explications. Je crois que le président aurait dû parler au peuple en disant voilà ce qui va se passer, mais croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais la situation internationale et nationale nous oblige à faire des réajustements. Je vais envoyer les différents ministres concernés pour qu'ils rentrent dans les détails et expliquent au peuple ce qu'on va faire. On parle ces temps-ci du ciment, du pain, du carburant, du pétrole, c'est-à-dire le gasoil, oui. Et les voitures. Et moi je le sens, parce que depuis une semaine, il y a des stations, j'arrive à mettez-moi de l'azote, il n'y en a pas. J'ai dit, je l'ai fait depuis cette semaine en tout cas. Celui-là, il a de l'essence, l'autre a des gasoil. Ça, ce serait une catastrophe parce que de ce côté-là, on a été bien servi. Celui qui est devenu ministre là avait bien géré ça quand même, il faut le reconnaître. Si c'est, moi je l'aurais nommé ministre, mais en restant directeur. Parce que quelque chose qui marche, il ne faut pas le changer. Oui. Si c'est, il avait pris le pli et son affaire, il avait l'habitude de dire les yeux fermés, il arrive et il fait ce qu'il fait. Bon, s'il veut avoir, si on peut lui donner un bonbon, on lui dit, vous êtes... alors il cumule.
ministre de l'énergie, directeur chargé de la direction de la Sénélec. Ouais. Voilà. Ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait, il a donné la preuve qu'il sait le faire. Mais c'est vrai, il y a eu ces hausses-là sans explication réelle et il y a des prémices de hausse. En tout cas, on le sent. Et 2018 était décrété année sociale, donc c'était du bluff au final, 2018. Ah oui, mais les populations, c'est pourquoi, quand il y a ces choses-là, ils sont dans la rue, et ils parlent. Et vous savez, les populations utilisent ce que la loi leur permet de faire, les marches, les manifestations. La loi fondamentale, la Constitution, donne des pouvoirs au président de la République. Mais le peuple a gardé une partie pour dire en dehors de ça, qui figure dans la Constitution, vous devez faire ça, vous pouvez faire ça, 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 ça. Si nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons sortir pour dire non, Monsieur le Président, pour ça, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas une provocation, ce n'est pas un manque de respect, mais c'est l'expression de son désaccord par rapport à ce qui est en train de se passer et qui n'est pas prévu dans la loi fondamentale. L'État sénégalais refuse de parler de difficultés de trésorerie alors qu'il doit 250 milliards de francs CFA aux entreprises du BTP, 18 milliards aux écoles privées supérieures. Il y a aussi les chantiers du TER qui sont à l'arrêt, la Sénélec et la Sonacos qui sont également au bord du gouffre. Partant de cela, croyez-vous que les caisses sont bien remplies? C'est les premiers qui souffrent du dysfonctionnement de l'équilibre financier de l'État. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande entreprise du pays, c'est l'État. Directement ou indirectement par les agences. Donc, s'ils souffrent d'un déficit, les premières entreprises qui souffrent, c'est les entreprises qui sont bénéficiaires des marchés de l'État. Et pratiquement, c'est 80 à 90% des entreprises maintenant, parce que entre l'État directement et les agences, c'est pratiquement l'État qui gère tout. Alors, je pense qu'il faut reculer un peu dans l'implication de l'État dans la gestion du pays. Croyez-vous que les caisses de l'État sont remplies? Oui. Avec la situation actuelle? Oui. Il faut qu'on retourne au système qui permet à des Sénégalais de créer des PME, PMI et qui travaillent pour l'État. Ça, c'est indispensable. Et je crois que les agences qui ont proliféré avec l'avènement d'Abdoulaye Wade, du temps de Diouf, je ne sais pas s'il y avait des agences, mais pas beaucoup. On pouvait compter sur les doigts de la main. Oui. Mais aujourd'hui, ils occupent trop de place dans le fonctionnement de l'État. Ce qu'il faut, c'est faire un état des lieux avec ce système. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Qu'est-ce qu'il y a eu de négatif? Quels sont les aménagements nécessaires pour trouver un équilibre? Ça aussi, c'est nécessaire, même dans la gestion d'une famille. Avant d'aller en vacances, le président Macky Sall a avoué
une somme de 307 milliards de francs CFA dépensés pour l'achat de véhicules de 2012 à 2019, une facture téléphonique de 17 milliards par année pour le compte de l'administration sénégalaise. Ces chiffres vous font-ils pas froid au dos? Lui, s'il le dit, c'est parce qu'il est obligé de le dire. Il est obligé parce que tout le monde le sait. Les gens le savent depuis longtemps. Vous voyez des gens devant l'Assemblée que vous connaissez, ils vous disent je vais téléphoner à il vient pour téléphoner à ses enfants dans le téléphone quand c'est à l'Assemblée. Les gens, j'ai trouvé des gens qui me disaient je vais dans le téléphone d'un parent mes enfants. Bon, etc. Moi, quand j'étais au ministre des Sports, je voyais on ne parlait pas de l'eau et de l'électricité au niveau des stades. Un jour, j'ai réuni les directeurs pour dire est-ce que vous gérez bien vos factures. Il dit non, on signe et puis on envoie et c'est payé. Comment? Ils ne savent même pas combien ils consomment. Et c'est vrai pour les services administratifs dans toute la région, ceux qui sont pris en charge par l'État, ils ne savent même pas combien ils ont consommé. Je crois que la fonction politique la plus ingrate, c'est la fonction de maire. Le maire n'a rien à gagner à être là où il est. Pourquoi? Ah, mais il n'y a pas d'argent. Comment? Pour détourner même de l'argent, il faut que l'argent existe d'abord. Mais, tu vois, les salariés, par exemple, moi j'avais vu que le budget de la mairie était autour de 80%. Le 80% c'était pour les salaires. Et j'ai demandé la liste des gens qui émargent. Dans ces 80%, 70% sont des journaliers qui datent de Matizalem. Il y avait le contrat. Il dit Daouda, pas de bruit. J'ai gardé le contrat, je l'ai suivi. À la fin du contrat, j'ai dit je ne renouvelle pas. Ils ont fait licenciement. J'ai dit mais celui qui a une lettre de licenciement me l'amène, je le rembauche. Je n'ai licencié personne, j'ai dit je n'embauche pas. Votre contrat est terminé, je n'ai pas besoin de vous remplacer. Parce que 70% des gens n'habitaient même pas Kaolack. Ils venaient à la fin du mois pour toucher, c'est tout. Ça Rufisque, à Thiès, à Saint-Louis, etc. Ils habitent là-bas. Ah oui? Oui. Ils étaient des non-résidents de Kaolack et ils percevaient à la municipalité de Kaolack. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas besoin d'être à Kaolack. Ce n'est pas un travail, c'est un titre pour gagner. On dit, madame tel, vous êtes secrétaire. Ah, mais tu restes chez toi, tu viens, hop, tu touches et tu rentres chez toi à Rufisque. Bon, alors, ils ont été au tribunal et ils ont gagné. Vous allez même dans d'autres mairies, il y a des gens qui émargent et qui n'habitent pas la ville. Ah oui, donc c'est national, c'est un problème national. C'est des fonctions politiques. Et oui, t'es beau si Dieu dara. Tu auras le feu. Maintenant, il faut, ou c'est ça, ou je m'en vais. Et tu as plus de chances de partir. Parce que eux, c'est vital pour eux. Il leur faut ça. C'est une question de survie pour eux. Alors, nous allons nous pencher sur le sort des agents de l'administration, surtout des sphères ministérielles transférées à Diamniadio. Ils se plaignent des difficiles conditions de travail. Par conséquent, est-ce que ce choix a été judicieux, c'est-à-dire transférer une vingtaine de ministères à Diamniadio?
pour transférer tout ça à Diamniadio. Oui, une vingtaine de ministères et là-bas, les agents souffrent le martyre. Il n'y a pas d'eau, d'électricité, mais aussi les conditions de mobilité sont difficiles. Oui, mais les gens sont... Je crois que avec l'État, c'est la seule méthode pour faire avancer les choses, pour les faire déménager. Bon, ils seront tolérants au départ. Mais là, ils se plaignent des difficiles conditions de travail. Même pour ceux qui travaillent à l'aéroport de Diass, ils ont les mêmes problèmes, ceux qui sont dans les compagnies aériennes, etc., les transports, les transitaires, etc. C'est extrêmement difficile. Ça s'améliore un peu, mais pour l'État, étant donné que les gens n'étaient pas dans la rue, ils étaient dans un immeuble, mais il fallait regarder, prendre des délais qui permettent de rendre fonctionnels les locaux. Absolument. Je crois qu'il n'est pas trop tard, Bimpé. C'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut faire en sorte que les problèmes soient identifiés et qu'on mette le paquet pour mettre les gens, parce qu'il ne faut pas aller travailler là où les conditions de travail n'existent pas. Surtout qu'on est dans un concept de fast track. Est-ce que cela ne fausse-t-il pas cette notion de fast track? Oui. Oui. Et tu n'as pas parlé de leur transport. Oui, ils ont des problèmes. Bien, mais transport, oui. Ils ont des problèmes. Surtout, ils utilisent souvent l'autoroute à péage. Et c'est 2700 voire 3000 francs par jour. Pour un agent de la fonction publique. Ils ne gagnent même pas ça. Enfin bon, ils gagnent, mais quand même difficile. Parlons politique. À présent, il y a Maître Abdoulaye Wade qui s'active ces derniers temps en recevant certains leaders de l'opposition. Au courant de cette semaine, il a dissous le secrétariat national du Parti démocratique sénégalais, histoire peut-être de démettre Omar Sarr de ses fonctions. Est-ce que l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, ne risque-t-il pas d'encombrer l'actuel président, le président Macky Sall? Oui, je suis très gêné de parler des affaires concernant Maître Wade. Comme la plupart des Sénégalais, des hommes politiques en particulier, moi, il m'est difficile de prononcer son nom et de dire quelque chose désobligeant. Je tiens compte de son âge et de son passé. Et je lui pardonne tout. Ah oui? Actuellement, je ne peux pas le condamner sur des actions. Et pourtant, il joue le rôle de catalyseur au sein de l'opposition. Oui, il y a toujours des gens derrière ou loin qui arrivent à lui faire des choses qu'il n'aurait pas fait il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années. On le connaît quand même. Tout le monde sait qui est Abdoulaye Wade, ce qu'il sait faire. On sait aussi ce qui est interdit. Mais il s'entête, comme tous les vieux, comme moi, comme les autres. Quand il veut faire quelque chose, il le fera. Et il appartient maintenant aux moins vieux qui sont avec lui, non pas de le lâcher ou de bouder, mais plutôt de rester avec lui et de le calmer, de le raisonner dans plusieurs décisions. Parce que lui, de mon point de vue, il n'est plus à l'âge de la décision. Ah oui? Le président Wade ne doit plus décider. Voilà. Il faut être humain. Il faut dire, il faut prendre des décisions dont certaines seront bonnes, mais d'être efficace comme il l'était il y a 20 ans, même 15 ans, c'est difficile. Il faut qu'il soit aidé, encadré et conseillé
est supporté par ceux qui ont accepté de rester avec lui. Qu'est-ce qu'il cherche en recevant des figures même de l'opposition? J'ai vu quelqu'un dire il n'a pas été demandeur. Mais lui, il aime ça. Il aime le monde. Il aime, même si les gens ne viennent pas, lui, il va sortir, il va faire son tour pour voir les gens. Il ne peut pas rester sans bouger. C'est comme ça. Il ne peut pas rester sans bouger. Oui. Mais, ce que je trouve bien chez Macky, il ne s'adresse jamais au président Wade. Il ne le critique pas, il ne sort pas. Ça, c'est extrêmement important. Parlons de Ousmane Tanor Dieng. Après son décès, selon vous, que devraient faire les responsables actuels du Parti socialiste, c'est-à-dire faire une réunification de cette famille? Pourquoi ne pas faire entrer les égarés comme les khalifistes? Tanor a été d'un grand apport pour le Parti socialiste. Parce que, rappelez-vous, en 2000, quand le Parti socialiste a été battu aux élections présidentielles, beaucoup de responsables, dont le président Diouf, à l'époque, avaient décidé de ne plus parler de politique. Il fallait quelqu'un pour essayer de garder, de recoller les morceaux et de garder le patrimoine du parti. Oui. Et ça, c'était Tanor. Il l'a fait avec son style, avec les moyens. Ils étaient tous ensemble jusqu'à un moment et une divergence fondamentale sur la marche du parti est apparue, c'est-à-dire de sortir et de reprendre son identité et continuer la recherche du pouvoir, et l'autre qui voulait rester en alliance avec le parti au pouvoir, en attendant d'avoir les moyens de sa politique et de ses ambitions. Alors, voilà, aujourd'hui que Tanor n'est plus là, il faut que quelqu'un le remplace. Oui. Mais ce n'est pas n'importe qui. On a choisi Mme Aminata Mbengue Ndiaye pour le moment. Les gens ont dit, c'est elle qui est vice-présidente. C'était le secrétaire général adjoint. Mais je ne peux pas m'avancer. Je ne suis pas du Parti socialiste et je ne veux pas les choquer en parlant de l'organisation interne. Je souhaite simplement qu'ils trouvent une solution parce que le Parti socialiste n'appartient pas seulement aux socialistes. J'ai toujours dit, le Parti socialiste, comme le Parti démocratique sénégalais, sont des patrimoines politiques du Sénégal. Il faut sauvegarder ça. On ne peut pas parler de politique au Sénégal sans parler du Parti socialiste, sans parler du Parti démocratique sénégalais, initiateur de l'opposition, initiateur de l'alternance politique, etc., etc. Donc, ceux qui acceptent de vouloir rester là-bas doivent rester sur des bases solides et honorables et dignes. Oui. Alors, les supputations autour de la grâce pour Khalifa Sall font bon train. Si le président accède à cette cause, est-ce que l'avenir politique de l'ex-maire de Dakar ne sera pas abrogé? C'est deux choses différentes. Et il faut que les gens sachent que la grâce présidentielle, c'est quelque chose de très sérieux. La fonction du président de la République est une fonction très importante et sérieuse. Il appartient au président de voir si les conditions sont réunies administrativement
et moralement pour faire une grâce à Jean, Paul ou X. Je crois que la balle est dans le camp de Macky Sall parce qu'il doit motiver sa décision. Ce serait salutaire pour le Parti socialiste d'avoir Khalifa et d'autres autour de la réflexion pour la poursuite des activités politiques. Alors, moi, c'est pas ma nature d'empiéter dans le terrain des autres. Et j'aime beaucoup ce parti que je connais pour avoir des amis, des parents. Ma sœur a 84 ans et est actuellement conseillère municipale du Parti socialiste à Thiès. Et les papes Alioune Ndao, etc. Beaucoup de gens. Tous, y compris Abdoulaye Wade, ont fait le Parti socialiste. Donc, il faut aider ce parti. Maître Abdoulaye Wade Oui. a milité au PS. Il a milité au PS, Wade. Wade, il a milité au départ et il n'y avait que le PS de toute façon. Et il a négocié avec Senghor la création d'un parti de contribution. L'avenir de Khalifa Sall, s'il sort grâce à travers une grâce présidentielle, Khalifa Sall, Yàlla rek a xam. son avenir politique. Tu sais, en politique, tout est possible. Tout est possible. Et comme tout n'est pas donné, on ne peut pas se lever un matin et dire, moi je vais être ça, je vais faire ça. Non. Il faut demander à Macky. Macky est arrivé à la présidence. S'il ne revenait même pas, il pensait avoir un bon score en 2012 et attendre les prochaines échéances. Quand on lui a dit, oui, vous êtes le challenger de Wade, il n'a pas réagi immédiatement. D'accord. Et il a réalisé D'accord. que c'était son destin et qu'il fallait qu'il tente sa chance. Et qui a marché. Voilà. Le sport, encore une fois, le Sénégal a frôlé la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi le football ne nous réussit pas? Oui. Disons que les Sénégalais aiment le football. Et Abdou Diouf disait, vous pouvez gagner toutes les coupes. Tant que vous ne gagnez pas la coupe de football, les gens ne seront pas contents. Et il a raison. Il a encore raison aujourd'hui. Je crois que à plusieurs occasions, nous avons raté de peu la Coupe d'Afrique. Et cette fois-ci, personne n'osait croire à un échec. Tout le monde. J'ai entendu les responsables dire, ah, les joueurs, et on a souvent eu des joueurs talentueux. Mais des joueurs, de nombreux joueurs de ce niveau, jamais. Là, on a les meilleurs joueurs d'Afrique. On a la meilleure la meilleure équipe d'Afrique, d'après la FIFA. Il nous a manqué la chance. Et la chance, c'est le bon Dieu. Et ensuite, je pense que l'entraîneur, le sélectionneur national doit tirer les conséquences. En quoi Même faisant? s'il est bon, si tout le monde l'aime, il doit tirer les conséquences. Tu sais. En quoi faisant? Démissionner? Ou bien? En disant, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc il devrait partir. Oui. Même un meilleur joueur, Sadio Mané, c'est le meilleur. Si tu le mets, ça ne marche pas. Mais tu prends un autre joueur, tu le remplaces. C'est ça le sport.
Si on a fait 2 CAN, etc., ça ne marche pas. Et puis tout le reste, tout est là. On a tous les moyens pour gagner et on ne gagne pas. Et les fédéraux, essayer de faire autre chose. Et la fédération, elle doit continuer d'exister Pour cette fédération qui a accumulé beaucoup d'échecs. C'est un autre boulot. Moi, je n'ai pas noté une faute dans la fédération. Dans cette CAN, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. On n'a pas parlé de problèmes d'intendance, on n'a pas parlé de problèmes de problèmes de gestion, de problèmes de primes, rien. Ils ont tout fait. Avec l'appui de l'État, naturellement. L'État a dégagé les moyens pour l'aider et l'État n'était pas obligé. Hein? Vous savez, la fédération, c'est une association privée qui doit gérer ses ressources. Et l'État apporte un appui, une subvention pour permettre de faire face aux dépenses surdimensionnées qu'occasionne la CAN. Oui. Alors, on va parler du basket pour finir. Comment accueillez-vous les conditions de limogeage du coach Adidas? Mais pourquoi Adidas, qui a qualifié l'équipe, ne continue pas? Surtout à quelques jours du début de la CAN. Oui. Mais c'est une question. J'ai vu dans la presse aujourd'hui, le président de la FEDED, il a demandé 7 millions par mois. Mais l'argent ne doit pas être l'écueil. À ce niveau-là, on a bien le sélectionneur du football qui gagne 13 millions, hein, d'après ce qu'on dit, par mois. Pour la campagne, on aurait pu faire un sacrifice, même 10 millions, et puis dire, voilà, prends-nous la coupe. Même en faisant rétention d'une partie pour dire, si vous ne gagnez pas ça, on ne vous donne pas le reliquat, etc. Oui. Mais de dire, vous avez gagné, vous avez qualifié l'équipe, c'est bien, nous, on n'est pas d'accord, on prend un autre. Et puis on le limoge. Qui est là. Oui. Et puis il a appris son limogeage dans la presse. Ah oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein? Bon, mais là, je n'ai pas tous les éléments. D'accord. En tout cas, nous, on souhaite une bonne chance à nos lions du basket qui entament cette compétition africaine que le Sénégal accueille, même présentement, du 10 au 18 vous savez, août. Avant, oui. On ne se demandait même pas si on allait prendre la coupe. On allait prendre... Chaque fois qu'il y avait basket, on prend les coupes et on revient. Bon, depuis quand même une vingtaine d'années, ce n'est plus la même chose. Les filles maintiennent le niveau. Oui. Mais je demanderai à nos amis qui aiment ça, qui se fatiguent, le président Ndiaye, le président sortant, Baba Tandian, tout ça, il faut qu'ils se mettent ensemble et qu'ils discutent. Chacun dit ce qu'il peut faire pour améliorer le basket. Ah oui. Parce que Tandian, il a quelque chose de précieux. C'est son amour pour le basket. Ça, on ne peut pas lui enlever. Absolument. Donc maintenant, il faut l'associer et prendre ses contributions sans bruit. Et allez, si demain le président veut se reposer, on lui demande est-ce que vous voulez essayer encore, etc. Il faut toujours trouver un arrangement dans la vie. Bien sûr. Et la bagarre n'aboutit qu'à des désastres. Même si tu gagnes, tu es fatigué. Je vous remercie, El Hadj Daouda Faye. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Agir pour ne pas subir. On s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation. Mamadou Fall, Jacques-Gabriel Préra. Il y a aussi Oustaz Hassan Diouf. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.